milliards de boisseaux. Oui, record in progress, j'ai compris, merci. Donc, on est en dessous du 14 milliards de boisseaux aux États-Unis en termes de production, ce qui est tout à fait là, faible, de moyen à faible, je devrais dire. Oui. Au niveau de la production d'éthanol, c'est là que le bas blesse. Donc, au cours des dernières années, on est habitué à 1 million de barils par jour. Évidemment, la pandémie est venue temporairement vraiment sabrer dans la production, mais par la suite, on voit là, que pour l'année passée, là, où on s'est accoutumé à la pandémie, ben, une moyenne de 1 million de barils par jour, c'était tout à fait normal. Par contre, dans les dernières semaines, on a vu là, que la production d'éthanol était vraiment là, en chute libre. Là. Et sans qu'il y ait quelque chose qui explique particulièrement cette faible production, outre le fait là, que le prix du baril a descendu, il reste quand même à des prix là, qu'on a déjà observés par le passé qui étaient, ma foi, très élevés. Là. Donc, on se retrouve avec une production très faible cette année et ça commence vraiment là, assez faiblement là, au niveau de la production d'éthanol aux États-Unis. Au niveau des exportations, on voit qu'on se maintient à un niveau quand même assez élevé. C'est sûr que lorsqu'on regarde les 2 dernières années, bon, c'est en baisse, mais lorsqu'on compare évidemment aux 2 années qui ont été marquées par la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, on voit qu'on est pas mal en hausse, mais même quand on retourne à 2017-2018, ben, on se retrouve à peu près dans les mêmes niveaux comparables. Donc, on se retrouve à une situation tout à fait comparable, surtout si on se rapporte là, que la production est tout à fait de faible à moyenne, je dirais. Tout ça pour arriver au stock de maïs. Donc, comment évaluer vraiment le meilleur comparatif que je peux faire au niveau des stocks, c'est comme ce qui vous reste en trésorerie à votre fin d'année financière. Donc, c'est ça qui est important. Donc, en ce moment, on voit qu'au niveau là, des stocks, on se retrouve dans une situation très serrée. Et lorsqu'on fait un ratio de stock sur la demande, donc, qu'est-ce qui nous reste par rapport à ce qui se consomme? Ben, on voit qu'on est à un niveau très serré. On n'est pas au niveau de 2020-2021, là, où on a vu l'explosion des prix du maïs, mais quand même, on se retrouve à des niveaux qui sont comparables, mais on est très loin de ce qui se faisait 2019 et avant. Au niveau des contrats à terme, j'ai décidé de prendre le contrat courant et le contrat de décembre, qui est celui de la nouvelle récolte. Donc, on voit là, que le contrat courant était au-dessus de la valeur de la nouvelle récolte, ce qui est tout à fait normal. Le premier pointillé, c'est le début de la guerre. Donc, on a vu que la guerre en Ukraine a stimulé le contrat à terme du maïs, qui a été entraîné à la hausse par celui du blé. Par la suite, on voit qu'il s'est affaissé. Puis là, on voit une espèce de grosse cassure là, à partir de la mi-juillet. La raison est assez simple, c'est que le contrat de juillet venait à échéance et on est embarqué sur celui de septembre. Par contre, celui de septembre et celui de décembre, il n'y a, y a même pas il y a même pas de différence entre les deux. Donc, ce qui veut dire que vraiment le marché boursier ne rémunérait pas le fait de conserver son grain de l'ancienne récolte. Excusez, là, je suis déconcentré par les nouveaux arrivants. Donc, on voit que le marché ne rémunérait pas le fait de conserver son grain jusqu'en septembre, ce que l'on a vu au Québec, mais pour d'autres raisons. Donc, pour faire un topo au niveau de l'offre, c'est les plus faibles depuis 2015 en termes de superficie. Le rendement est de faible à moyen. La production est faible sous la barre des 14 millions de boisseaux. Au niveau de la demande pour l'éthanol est inquiétante. On l'a vu, là, est en dessous du 1 million de barils, ce qu'on était habitué à voir auparavant. Il y a quand même une bonne demande pour l'exportation, mais plus faible que les 2 dernières années. Et au niveau des stocks, ben, on a les stocks les plus faibles depuis 2012. Et ça, pour ceux qui s'en rappellent, 2012, ça a été une autre année là, de forte hausse. Donc, en ce moment, on se retrouve dans un environnement qui est haussier, mais avec quelques incertitudes. Et ça, on va le voir au niveau là, du marché international. Et là, on enchaîne tout de suite avec le soya. Donc, même principe que pour le maïs, on a la ligne verte qui est le rendement et les bâtonnets qui sont les superficies. Au niveau des superficies, on voit qu'on est en gain par rapport aux dernières années. On est revenu à des niveaux tout à fait normaux, mais quand même pas au record qu'on a connu dans les années avant la guerre commerciale. On a un rendement qui est tout à fait correct, qui n'est pas le record de l'année passée, mais quand même, il est tout à fait correct. Donc, ce qui nous donne une production qui est tout à fait correcte, elle aussi, et même satisfaisante, je vous dirais. Au niveau de la trituration, ben là, c'est là qu'on voit qu'il y a une forte demande pour la trituration, et ça d'année en année. Donc, on est parti de 2 millions, de 2 millions,05
millions de boisseaux pour la demande en éthanol, et pas en éthanol, mais en trituration. Et on voit là, que ça s'est accentué d'année en année pour atteindre un record pour 2022-2023, principalement dû au fait qu'il y a une très forte demande pour les énergies renouvelables, notamment le diesel renouvelable. Renouvelable, oui. Excusez. Au niveau des exportations, ben, on est dans une année tout à fait normale. C'est sûr que vous voyez un creux pour 2018-2019, mais en même temps, ces années-là étaient marquées par les guerres commerciales avec la guerre commerciale avec la Chine. Donc, si on exclut ces années-là, on est dans des niveaux tout à fait acceptables au niveau des exportations. Au niveau des stocks de fin, même principe que pour le maïs, on se retrouve dans une année où on est excessivement serré. Donc, on est à des niveaux là, qu'on n'a pas vu depuis euh, plusieurs années. Là, je ne me rappelle plus la date en tant que telle, mais on se retrouve avec des niveaux très serrés. Par contre, la demande, elle, est toujours croissante. Donc, on se retrouve avec un ratio stock sur la demande qui est excessivement serré, ce qui vient stimuler le prix. Au niveau du contrat à terme, un peu le même principe que pour le maïs. On a vu là, que pour le contrat courant, depuis la guerre commerciale, il y a eu une certaine stimulation. Par contre, la hausse des prix n'a pas été aussi élevée là, que celle du maïs et encore moins que celle du blé. Donc, on se retrouve dans une situation où la guerre commerciale, même si elle affectait certains grains oléagineux, dont le tournesol, mais ça n'a pas eu autant d'impact qu'on aurait pu le croire au niveau du soya. Au niveau de la demande pas pour la demande, mais pour le niveau du prix pour le contrat de novembre, on voit que ça a été relativement stable aussi. Par contre, par la suite, quand l'accord est venu le 22 juillet, là, on voit là, qu'il y a eu une certaine correction. Et par la suite, là, vous avez vu que là, on est passé sur le contrat de novembre, donc d'où l'absence de différence entre le contrat courant et le contrat de novembre. Donc, pour faire un résumé au niveau de l'offre, on a de très bonnes superficies, on a un rendement qui est de fort à moyen, ce qui nous donne une bonne production. Au niveau de la demande, une très forte demande pour la trituration, une bonne demande pour l'exportation, ce qui nous donne des stocks les plus faibles depuis 2015-2016. Trois petits points. Pourquoi? Parce que tout ce climat-là qui est haussier reste fragile. Et ça, on va le voir dans les diapos qui vont venir dans quelques minutes, là, mais c'est vraiment dû au fait qu'il y a un marché international qui lui aussi répond à la demande lorsque les prix sont élevés. Donc, c'est un marché qui est haussier, mais fragile. Au niveau du contrat à terme du blé, ben, ça, on en a parlé en masse, surtout avec la guerre en Ukraine. Donc, vous avez vu là, au niveau là, du premier pointillé, je vous rappelle, c'est la guerre en Ukraine. Donc, on a vu là, que le marché du contrat courant du blé fourragé a été à des sommets, mais ça n'a pas duré bien longtemps. Après ça, il y a une correction. Puis on a vu là, que finalement, ben, le contrat courant était souvent en dessous de la valeur de la nouvelle récolte, ce qui est assez inhabituel là, dans le contexte actuel. Le marché international. Alors, pourquoi le marché est haussier mais fragile? Ben, c'est à cause du Brésil. Donc, vous pouvez voir là, pour l'année 2021-2022, ça, c'est l'année qui ont fini de récolter. On voit qu'il y avait une récolte record au niveau du maïs. Par contre, au niveau du soya, c'est une récolte qui est décevante, mais quand même assez élevée. Et pour 2022-2023, celles qui sont en train de semer, ben, on prévoit un record au niveau de la production de maïs, mais aussi un record au niveau de la production de soya. Et dans le cas du Brésil, je suis beaucoup moins euh, inquiet au niveau de la production de soya. Pourquoi? Parce que c'est une plante qui ne demande pas beaucoup d'engrais. Mais par contre, pour le maïs, ça va être une production qui va être vraiment surveillée en 2023. Pourquoi? Parce que, un, c'est une culture qui est plus fragile. On se rappelle qu'environ les trois quarts de la production de maïs est en deuxième culture, celle qu'on appelle safrina, et elle est beaucoup plus à risque d'un risque de sécheresse. Donc, au Brésil, lorsque les pluies arrêtent, ben, elles arrêtent complètement d'un seul coup. C'est pas comme dans notre climat un petit peu plus tempéré, là, où on peut avoir des hauts et des bas. Au Brésil, les pluies sont soit on, soit off. Donc, ça sont déjà plus à risque. Et deuxièmement, le Brésil est hautement dépendant au niveau des importations d'engrais et le maïs est un fort consommateur d'engrais. Donc, pour l'instant, le 126 millions de tonnes me semble surestimé étant donné le contexte actuel et surtout qu'au niveau des engrais, ils étaient en retard au niveau là, des importations d'engrais azotés. Donc, comment on peut semer plus de maïs avec moins d'engrais azotés, ça,
Je suis sûr que le gouvernement canadien serait très content de le savoir, mais honnêtement, je doute plus du 126 millions de tonnes à l'heure actuelle. Au niveau de la production de maïs et de soya en Argentine, mais on voit qu'on est relativement dans un statu quo. Donc, on est autour de 50 millions de tonnes, autant pour le maïs que pour le soya, même le maïs un petit peu plus au-dessus, là. Donc, c'est relativement la même chose que les années dernières. Quoique 2021-2022, il y avait une sécheresse au niveau là, du soya, puis ça a été fortement impacté, mais à part ça, là, on est dans une production qui est relativement stable d'année en année. L'exportation de maïs, euh, ce qui est à noter vraiment ici, là, c'est l'Ukraine. Parce que l'Ukraine, vous le savez, c'est un très fort exportateur de maïs. Et cette année, ça va être pas la catastrophe, mais ça va être très dur au niveau des exportations de maïs pour la raison que vous connaissez. Donc, malgré le fait qu'il y a un accord là, qui a été signé le 22 juillet, on voit que pour l'instant, les estimations des exportations ukrainiennes sont de moitié par rapport à l'année précédente. Et l'année précédente, elle avait quand même été impactée par la guerre en question. Donc, on voit là, que ça va être très dur au niveau là, des exportations de, de maïs en Ukraine. Tandis que pour les autres pays, on voit une certaine stabilisation. L'Argentine, on est relativement stable, hein, on est autour du 40 millions de tonnes, à 1 million de tonnes près. Au niveau du Brésil, on anticipe un record pour la récolte qui a été récoltée tout récemment et 47 millions de tonnes pour celle qui s'en vient. Et au niveau des États-Unis, on voit là que c'est une pente descendante qui est assez abrupte. Pourquoi? Ben, parce que la demande chinoise n'est pas présente cette année. Et ça, on va le voir un petit peu plus loin. Au niveau des exportations de soya aux États-Unis par rapport au Brésil, vous savez que c'est les deux pays qui sont en compétition en termes des exportations. On voit que les États-Unis, ça stagne, malgré le fait qu'on a dit que c'était des bonnes exportations par rapport aux dernières années. Oui. Et au niveau du Brésil, ben, c'est le Brésil qui vient chercher la plus-value sur les marchés internationaux parce qu'ils ont de plus en plus une grande production. Donc, vraiment, le Brésil est devenu le joueur majeur au niveau du soya, ça depuis quelques années déjà. La Chine, comment ne pas parler de la Chine? C'est le plus grand importateur de grains dans le monde. Au niveau des exportations, on prévoit pour 2022-2023 97 millions de tonnes d'importation de soya. Et on voit que pour le maïs, là, vous avez vu, là, c'est en pente descendante qui reflète pratiquement le même rythme que les États-Unis là, en termes des exportations. Donc, on voit là, que le record de 2020-2021 a été à 30 millions de tonnes, mais par la suite, ça s'est corrigé. Puis là, on prévoit une année qui est quand même respectable parce qu'il faut se rappeler que d'année en année, la Chine importait plutôt autour de 7 millions de tonnes. Là, on est à 18. C'est tout à fait élevé, mais on est quand même très loin là, du record de 2020-2021. Donc, on voit là, la pente est plutôt descendante. Et ce qui est encore plus dommageable pour les importations de grains chinois, c'est qu'on voit que la production porcine elle a de la difficulté. Là, présentement, là, on voit qu'il y a une certaine remontée, les prix ont remonté là, en Chine, mais depuis au moins la moitié de l'année, le prix du porc a été, comment dire, ça a été très mal dans l'industrie porcine. Donc, on voit là, que pour l'instant, l'USDI maintient quand même une amélioration par rapport à 2021-2022. Par contre, c'est pas parti pour être une année record, mettons. Et finalement, le blé, le fameux blé, celui qu'on a entendu parler abondamment dans l'actualité, on peut voir l'impact de la guerre en Ukraine. Donc, on voit là, que les exportations de blé sont passées de 19 millions de tonnes à 11 millions de tonnes pour la prochaine année. Donc, c'est pas coupé de moitié, mais on est tout près. Et on voit que pour la Russie, mais on n'est vraiment pas impacté par la guerre. Donc, une des raisons, c'est qu'ils ont une production qui est record, mais l'autre raison, c'est vraiment que c'est la Russie a réussi à aller chercher certains clients qui étaient prêts à faire face aux sanctions économiques. Donc, les pays importateurs qui désirent avoir un blé à prix modique, ou du moins modique, on va le mettre en parenthèse. Donc, eux autres sont prêts à aller échanger en roubles avec des banques russes et donc de faire fi de ne pas passer par le dollar américain qui était la coutume auparavant sur les marchés internationaux. Donc là, ils viennent vraiment contourner les sanctions économiques qui étaient liées à la devise américaine. La guerre en Ukraine. Donc, pour faire un topo, on voit que auparavant, les exportations ukrainiennes étaient de 6 millions de tonnes avant la guerre.
tout de suite après la guerre, ça s'est tourné environ à 1,5 million de tonnes. Donc, c'est énorme l'impact de la guerre que ça a eu sur les exportations ukrainiennes. À partir de l'accord du 22 juillet, il y a eu, oui, il y a eu un accord sur les exportations de grains et d'engrais pour les exportations par la mer Noire, qui est d'une durée de 120 jours, ce qui nous amène au mois de novembre, soit dit en passant. Ça a changé vraiment la dynamique. On est plutôt autour d'exportations qui tournent entre 3 à 4,5 millions de tonnes après l'accord. Présentement, pour septembre, on prévoit 4,28 millions de tonnes en septembre au niveau des exportations de grains. Au niveau de l'ancienne récolte, on a quand même 18 à 20 millions de tonnes au moment là, que l'année récolte commençait, c'est-à-dire fin juin, début juillet. On en avait encore quand même 18 à 20 millions de tonnes de l'ancienne récolte. Et la capacité d'entreposage de l'Ukraine, elle a chuté. Auparavant, elle était de 60 millions de tonnes, mais avec les territoires qui ont été conquis et les silos qui ont été attaqués, on estime plutôt que la capacité d'entreposage est tombée à 49,8 millions de tonnes. Ça veut dire qu'avant même de battre leur premier champ de blé, 40 de leur champ, pas de leur champ, mais de leur silo était déjà utilisé pour l'ancienne récolte. Et donc, avec des exportations de 1,5 à 3 et 4,5 millions de tonnes, ben, ça prend beaucoup de mois pour écouler l'ancienne récolte. Et là, pour la récolte qui s'en vient, on prévoit quand même une récolte de 20,5 millions de tonnes contre 33 l'année passée et 31,5 millions de tonnes de maïs contre 42,13 millions de tonnes pour cette année. Donc, même si la production a chute, elle va être quand même relativement bonne compte tenu du contexte dans lequel on se situe. Donc, on peut prévoir un enjeu au niveau de l'entreposage pour cette année. Au niveau de la Russie, on a vu que pour 2021-2022, malgré le fait qu'il y avait des sanctions économiques, les exportations ont été relativement bonnes pour la Russie. Par contre, pour 2022-2023, on voit que les exportations, elles, sont en retard de 27 par rapport à l'année dernière pour celles de juillet et du mois d'août. Donc, on voit que les exportations, il manque un peu de souffle en Russie, puis c'est ce qui a fait en sorte que Poutine est sorti sur la place publique, a dit qu'il remettait en cause l'accord du 22 juillet parce qu'il y avait des difficultés au niveau là, des exportations, notamment tout ce qui est à la logistique et au niveau bancaire. Donc, en Russie, on prévoit une récolte de 88 millions de tonnes. Ça, je pense qu'il y a une erreur. Là. Je pense que ça a été rehaussé avec l'édition de septembre. J'ai oublié de faire une correction. Là. Je crois qu'on est plutôt autour de 90 millions de tonnes, mais avec des exportations de 42 millions de tonnes. Et là, un autre fait à noter, c'est que présentement, il y a une taxe à l'exportation. Donc, ils se retrouvent avec une très bonne récolte, avec des exportations records, et ils ont une taxe à l'exportation. Et si la présentation avait eu lieu hier, il n'y aurait pas eu le point d'interrogation. Mais là, aujourd'hui, c'est sorti dans les médias comme quoi qu'ils remettent en cause la taxe à l'exportation, qui, ma foi, semble assez évidente, là, mais bon, pour les Russes, ça ne l'est pas. Là, ils craignaient vraiment l'inflation sur le prix du blé, quoique l'inflation, elle est partout. Là. Mais là, ils remettent en cause la taxe à l'exportation, ce qui pourrait faire en sorte que le blé russe pourrait être plus compétitif et ça pourrait vraiment là, faire une correction baissière au niveau des marchés. Mais pour l'instant, là, c'est vraiment dans l'étape de l'étude. Là. Au niveau de la guerre, ben, vous le savez, si vous suivez l'actualité tout comme moi, l'Ukraine a gagné du terrain au niveau de la Russie. La Russie est menacée de recourir à l'arme nucléaire. Donc, présentement, on est sur le qui-vive, mais avec quand même l'Ukraine qui réussit à faire des très bonnes percées, ce qui fait en sorte qu'on est dans un climat vraiment d'incertitude. Est-ce que la Russie va respecter ses engagements? Écoutez, si le 21 juillet, je vous aurais jamais cru s'il y avait eu un accord. Il y a eu un accord le 22. Donc, pour l'instant, la Russie semble tout à fait bon joueur à ce niveau-là. Et pour l'instant, on peut estimer qu'elle va respecter son accord, mais si demain, elle décide de déchirer l'accord, honnêtement, je ne serais pas très surpris. Qu'adviendra-t-il après les 120 jours, c'est-à-dire vers la fin novembre? Ben, pour l'instant, on ne le sait pas. L'ONU est en train de négocier pour essayer d'étendre d'une année supplémentaire cet accord-là et de l'étendre à d'autres produits. Mais pour l'instant, il faut savoir que l'accord est fini au mois de novembre. Qu'adviendra-t-il avec la nouvelle récolte ukrainienne? Et ça, honnêtement, c'est vraiment le point, le bas qui blesse. Parce que pour l'instant, on ne voit pas que les marchés s'en inquiètent outre mesure. C'est-à-dire que
est-ce qu'il va y avoir assez de silos pour toute la récolte ukrainienne? En toute honnêteté, je serais très surpris, là. Je ne sais pas si d'entre vous, là, vous avez vu l'épisode de la semaine verte, là, mais il y avait, il y avait un commentaire qui, ma foi, m'avait vraiment frappé, là. C'est que le producteur russe disait, pas russe, mais ukrainien, excusez, avait dit qu'on a tout fait pour que la récolte soit mauvaise et malgré tout, on a eu quand même une bonne récolte dans les conditions actuelles. Donc, honnêtement, j'ai comme l'impression qu'il va manquer de capacité d'entreposage, mais ça, pour l'instant, les marchés s'en inquiètent pas. Au niveau du marché local, alors voici les estimations de Statistique Canada au niveau de la production canadienne. Donc, on voit que, grosso modo, ce qui est à voir dans ce graphique-là, c'est les céréales et le canola. On voit là, que l'année dernière, là, ça a été vraiment catastrophique, là. La production a été désastreuse. Et on voit que cette année, on a un certain retour à la normale. On n'est pas tout à fait dans les bonnes années, mais on est tout à fait à un niveau qui est correct. Donc, on est dans une situation où là, les marchés vont refaire leur stock qui était complètement épuisé dû à la sécheresse de l'année dernière. Au niveau de l'Ontario, pourquoi on regarde l'Ontario? Ben, c'est quand même un compétiteur. Donc, la production de maïs qui a lieu en Ontario ben, vient compétitionner directement de notre marché, et même qu'on pourrait dire pour le blé à la limite dans certaines occasions, mais principalement le maïs. Donc, on voit là, que pour l'année qui s'en vient, ben, l'année, on s'attend à une production record. Donc, ça risque de nous faire mal sur notre marché local. Au niveau de la production de soya, ben, comme c'est destiné à l'exportation, il n'y a pas vraiment de compétition de ce côté-là. Au niveau du blé, il y a eu un certain recul au niveau des superficies. Et donc, ça nous donne une production qui est tout à fait normale, là. L'année dernière, c'était une année, je me rappelle bien, qui était record. Puis au niveau des petites céréales, on voit là, qu'il y a une certaine hausse, mais quand même pas à des niveaux démesurés, là, comme on a déjà connu par le passé, là. Je me rappelle l'année, je crois que c'était 2015, où l'Ontario avait une récolte record d'avoine. On était passé du simple au double, ce qui était venu détruire notre marché de l'avoine. Là, ça semble vraiment pas être le cas, là. On est vraiment dans une production tout à fait normale. Au niveau du Québec, on se retrouve avec une production qui est, ma foi, plus surprenante là, au niveau du maïs. Donc, on se retrouve avec une situation qui est tout à fait correcte. On n'est pas en période de surplus, mais on n'est pas non plus à une période là, de famine là, comme on a connu les 2 dernières années. Donc, on se retrouve avec une récolte qui est tout à fait bonne. Quoique certains vont en douter, là, je le présume. Là. S'il y a des producteurs là, qui nous écoutent présentement, ben, si vous êtes des producteurs, vous m'écoutez. En tout cas, ça, je l'espère. Vous allez me dire si la récolte de blé, ça n'a pas de maïs, mais non, de maïs s'annonce bien cette année. Donc, au niveau du blé, une année tout à fait qui est correcte, là, sans plus. Et au niveau des petites céréales, bon, on voit là, que c'est en diminution. Là. L'avoine, c'est en légère diminution par rapport aux autres années. Et le canola, ben, on se retrouve dans une très bonne année au niveau de la production de canola, ce qui est tout à fait normal. Là, quand on a un prix du contrat à terme à 1000 pièces la tonne, ça devient tentant de faire du canola. Au niveau de l'offre et la demande de maïs, voici la récente. Il y a des données qui sont sorties le 6 octobre, donc il va falloir remettre en cause cette offre et la demande-là, notamment au niveau de l'année 2021-2022 là, qui est finie là, selon Statistique Canada. Donc, les données sont finales. Ce qu'on peut observer au niveau des années, de l'année finale, là, c'est-à-dire la colonne du milieu, là, grosso modo, là, c'est qu'on voit qu'il y a par rapport à ce qu'on estimait, on a surestimé les importations, on a surestimé la consommation et les exportations, ce qui fait en sorte là, qu'au lieu d'avoir 470 000 tonnes de maïs dans les silos des producteurs, ben, on se retrouve plutôt à 540 000. Donc, c'est 70 000 tonnes de maïs de plus qui est estimé, ce qui peut expliquer en partie là, la baisse de la base au niveau au niveau des livraisons spot, mais ça, on va le voir plus tard, là. Au niveau de 2022-2023, ben, je pense pas qu'il y a grand-chose qui va être différent là, au niveau de notre offre et demande, c'est-à-dire que là, on a une production qui est tout à fait normale, avec des importations qui devraient être en baisse par rapport aux années précédentes, une consommation qui, ma foi, qui va tirer de la patte par rapport à ce qu'on a déjà connu, justement dû au fait que la production porcine, ça va coup-ci, coup-ça. Au niveau des exportations, ben, ça va aller en augmentation, ce qui va faire en sorte qu'on se retrouve avec une légère hausse des stocks pour l'année 2022-2023. Au niveau des prix moyens, ben, on estime là, entre 300 et 330 la tonne pour l'ensemble de l'année. Donc, ce n'est pas nécessairement les prix que vous allez recevoir, mais globalement, c'est le prix qu'on estime. Par contre, ça risque d'être revu à la baisse, surtout si, si aux États-Unis, ça va comme c'est là. Donc, c'est à suivre.
Le taux de change. Pourquoi on parle du taux de change au Québec? Ben parce que la plupart des prix, ben les prix des grandes commodités comme le maïs et le soya sont traduits en dollars US et les bases également sont traduits en dollars US, ce qui fait dire que plus le dollar descend, plus la valeur de vos grains augmente. Ça, ce qui est une très bonne nouvelle. Pendant que tout le monde capote sur les devises qui plantent, puis les gens qui peuvent pas voyager comme qu'ils voudraient parce que là, les prix de voyage augmentent. Mais vous, pour vous, c'est une bonne chose, ça augmente le prix des grains. Donc là, j'ai mis en gros les moments où la Banque du Canada a décidé d'hausser son taux d'intérêt et de le chiffrer. Donc, on voit là qu'en mars, elle a augmenté son taux directeur de 0,25 et vous avez vu là, qu'au niveau du dollar américain, de la valeur du dollar, ben, oui, ça l'a stimulé à la hausse la journée même, mais par la suite, ça a été baissé, puis après ça, c'est remonté légèrement à la pente. On a vu une autre correction en avril de 0,5 et le dollar est resté relativement stable. Même principe, je crois que c'est en mai, un autre principe en juillet, même au contraire, là, on a vu que le dollar, lui, commençait déjà à baisser alors que le taux d'intérêt, lui, est augmenté de manière plus agressive. Et là, on voit en septembre une autre augmentation de 3/4 de point en, en septembre. Et pourtant, le dollar, lui, continue à chuter. Alors que lorsque la Banque du Canada rehausse son taux d'intérêt, normalement, le dollar devrait être redressé parce que ça augmente sa valeur. Et là, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Ben, parce que l'ensemble des économies craignent une récession économique mondiale à partir de l'été 2023. Donc là, ça vient vraiment plomber l'ensemble des prix, notamment le prix du pétrole. Donc, oui, on le remarque un peu que ça allait baisser à la pompe, mais pas tant que ça. Par contre, au niveau du prix à la bourse, lui, ça a fortement baissé. Là, on est même passé en dessous du 80, mais là, on est autour de 89 le baril US. Donc, on se retrouve dans une situation où notre dollar est très faible, ce qui est très positif pour nos producteurs. Au niveau des prix courants du maïs, c'est-à-dire que là, on est parti de janvier 2021 et on s'en va jusqu'en octobre 2022 pour voir vraiment 2 années récoltes. On peut voir qu'au niveau de la base, qui est vraiment l'élément du graphique qui est le plus pertinent, la ligne verte en pâle, on voit là, que l'année dernière, les bases ont été très élevées. Dû au fait que justement, on avait une production qui était tout à fait là, euh, en fait, qui était faible. Et là, à partir de juillet, juin, juillet, on a eu une forte hausse à des niveaux là, rarement élevés. Là. Vous voyez, là, on a atteint le 2 US, le boisseau. Ça, j'ai déjà vu des bases en dollars canadiennes qui étaient plus faibles que ça là, pour le maïs. Donc, on s'est retrouvé avec des niveaux très élevés. Par contre, par la suite, plus qu'on est arrivé avec la nouvelle récolte de 2021, on voit que la base, elle est redescendue à un niveau qui était tout à fait acceptable, autour de 50 cents. On a varié un peu. Ensuite, une certaine hausse à partir de juillet, mais à partir de juin, juillet, justement, ça commence à descendre et ça a descendu à des terrains négatifs, alors qu'on avait une production qui était tout à fait correcte, voire même très faible. Là. Donc, qu'est-ce qui explique cette baisse de la demande? Ben, honnêtement, je pense qu'au niveau des acheteurs, je crois qu'ils ont eu assez de stock et qu'ils ont réussi à trouver, ils ont réussi à étirer euh, leurs achats de grains, donc à se satisfaire à un certain point jusqu'à temps qu'ils disent, bon, ben, j'en ai plus besoin. Et tous ensemble, ils ont réussi à casser la base et ce qui nous a amené en terrain négatif. Donc, justement en anticipation d'une bonne récolte pour 2022. Donc, voici pour le prix de la base courant au Québec. Après ça, prix base et livraison à la récolte, celle qui a lieu présentement, ben, pas qui a lieu présentement, mais qui va avoir lieu dans les prochaines semaines, j'en suis sûr. Au niveau de la base, on était à des niveaux tout à fait raisonnables, entre 20 et 40 cents, comme on a connu dans les dernières années. Par contre, on voit là, que la tendance a été plutôt à la baisse. On a eu un certain pic que je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi, autre la baisse du contrat à terme, alors qu'au Québec, on a souvent une stabilisation au niveau du prix. Donc, quand le prix reste stable, mais que le contrat à terme baisse, bien, la base, elle est automatiquement, elle compense cette fluctuation. Mais outre ça, je ne pourrais pas vraiment vous l'expliquer comment ça se fait que ça a augmenté à ce niveau-là. Et ce n'est pas des erreurs, là. Il y a vraiment plusieurs ventes à ces bases-là. Et par la suite, on voit qu'il y a une diminution de la base et on est tombé en terrain négatif. Et là, vous voyez là, qu'on est autour de moins 20 cents, là, mais présentement, là, si je me fie là, au rapport quotidien, on est plutôt à moins 43 cents US le boisseau. Pas le boisseau, dollar
Oui, c'est ça, dollar US le boisseau. Donc, on se retrouve avec des niveaux qui sont très faibles. Et même si vous regardez là, notre rapport, vous allez voir là, que la valeur d'exportation, ben, elle n'est pas à ce niveau-là. Donc, présentement, pour les acheteurs, c'est très payant de pouvoir l'exporter, ce maïs-là. Au niveau des prix base de soya pour livraison récolte, j'ai mis en pointillé les niveaux de base qu'on a souvent vus au cours des dernières années, c'est-à-dire entre moins 25 et moins 40 cents US le boisseau. Et là, on voit que pour cette année, la base US, ben, à part à certaines occasions, là, est au-dessus des valeurs normales et même que présentement, là, on est dans des valeurs positives. Et ça, c'est assez inhabituel pour le soya, ce qui veut dire qu'il y a une très forte demande pour le soya québécois présentement sur les marchés. Pour ce qui est des engrais, ben, au Canada, il y a le maintien de la taxe du 35. Si vous n'en avez pas entendu parler, ben, vous avez été absent des marchés depuis un certain temps. Les vendeurs n'ont pas à vous facturer ce 35 %-là. Et ça, je l'ai mis en gras surligné. C'est vraiment un élément qu'on martèle et qu'on martèle. Si vous nous suivez sur notre infolettre, on le rappelle de semaine en semaine, j'ai vérifié aujourd'hui. Non, oui, c'est ça. Aujourd'hui, elle figurait bien là, cette mention-là. Vous ne devez pas être facturé pour ce 35 %-là. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous contacter et nous, on peut venir là, vous aider à ce niveau-là. Également, je tiens à rappeler qu'on est en négociation avec le fédéral pour qu'il y ait une compensation de l'ordre d'environ 35 millions de dollars, c'est-à-dire l'impact des dommages qui sont calculés là, au niveau des PGQ en termes là, de l'effet de la taxe de 35 sur nos marchés. Au niveau du phosphate et du potasse, globalement, au niveau des engrais, pour faire ça simple, il y a une possible diminution des prix. Les prix risquent de diminuer. Par contre, pas par contre, mais excusez, il y a une augmentation de la production de potasse dans l'Ouest canadien. Par contre, là, cette augmentation-là ne va pas nécessairement se traduire par une diminution des prix. Donc, je sais que je suis un peu nébuleux, là, mais c'est un peu ça le présentement. On ne sait pas sur quel pied danser au niveau des engrais. En tout cas, du moins, phosphate, potasse, il y a un risque de diminution, mais pour l'instant, on voit plutôt une stabilisation des prix. Au niveau de l'azote, ça c'est là que le bas blesse. Vous le savez, là, il y a une coupure du gaz russe en Union européenne. Et ça, ce qui va se traduire par une augmentation du prix du gaz naturel en Europe et un ralentissement de la production d'engrais azotés pour être sûr que le gaz naturel qu'ils ont en stock puisse servir à chauffer les résidences. Donc, si vous avez suivi l'actualité, là, vous voyez là, que l'Europe est en mode rationnement, ou du moins, là, il encourage les citoyens là, à utiliser au minimum leur gaz naturel, à trouver des façons créatives là, de vraiment l'économiser. Et donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une augmentation du prix des engrais azotés. Pourquoi? Parce que l'Europe va venir siphonner le reste de l'azote disponible sur les marchés internationaux. Donc, ça va venir nous jouer, ça, c'est certain. Donc, oui, j'ai bien beau dire, si vous pouvez assurer vos prix d'azote, faites-le maintenant. Par contre, comme vous le savez, là, la plupart de vos acheteurs vous disent plutôt, ben, on n'est pas en mesure de vous garantir un prix, donc on peut pas vous le garantir présentement. Au niveau du marché bio, de manière un survol assez rapide, vous savez, il y a eu un marché haussier dû à la sécheresse en 2021. L'Ouest canadien est quand même un bon fournisseur de grains biologiques, donc la sécheresse est vraiment venue affecter notre marché, ce qui a stimulé à la hausse l'ensemble des prix des céréales, autant conventionnels que bio. Les acheteurs ont fait le plein des inventaires pour l'instant, donc avec la bonne récolte qu'ils ont présentement pour 2022, le prix reste relativement stable. Par contre, il faut savoir que là, les acheteurs ont fait l'entreposage de leur stock et là sont dans une situation où ils peuvent diminuer leurs offres de prix et donc il faut anticiper une baisse là, au niveau là, des prix des céréales biologiques. Au niveau du soya, c'est un marché aussi qui a été là depuis le ralentissement des importations de tourteaux de l'Inde. Il faut savoir que les États-Unis ont déclaré que les importations de tourteaux de soya de l'Inde venaient fragiliser leur marché. Donc, ils ont mis des mesures anti-dumping sur ce tourteau-là et donc ça diminue l'offre
de tourteaux et donc ça a augmenté le prix à des niveaux là, rarement observés. Donc, pour ceux qui sont dans le marché conventionnel et qui n'ont pas observé ça, là, on observait souvent là, dans le marché américain des prix de l'ordre de 17 US le boisseau dans le soya. Et là, on parle plus autour là, de 30 à 33 US le boisseau là, au niveau du soya. Donc, c'est une forte augmentation au niveau du prix du soya. Au niveau du maïs, on voit qu'il y a une récolte tout à fait ordinaire et ce qui fait qu'en sorte que ça soutient les prix présentement. Donc, pour l'instant, le maïs, là, on n'anticipe pas de baisse là, à court terme, notamment dû au fait que les États-Unis, c'est une récolte qui est tout à fait ordinaire. Au niveau des estimations de prix, ben, vous les voyez. Donc, pour les années récoltes au Québec, on voit là que pour 2022-2023, pour le maïs, on est dans un prix qui est plus élevé que la normale, là. Donc, on voit qu'un prix moyen passe de 485 à 547 pour 2022-2023. Et on n'est même pas encore dans la période de récolte, là. Donc, c'est un prix qui est à venir à changer là, avec l'arrivée de la nouvelle récolte. Au niveau du soya, on voit que le prix, lui, a quand même diminué. Et je viendrai sur le fait que l'USDA a noté qu'il y avait une augmentation des importations. Des importations de quoi, c'était pas spécifique, mais lorsque je regarde l'évolution des prix, lorsque je vois que le dernier prix était de 1700, alors que dans la dernière année, on était habitué à un prix fourragé de 1800 la tonne, ça fait quand même une diminution, là. Mais par contre, là, mon prix moyen est à 1200, là. Donc, 1200, ça me paraît très faible, là. Donc, c'est vraiment à surveiller. Il faudrait vraiment voir qu'est-ce qui se passe au niveau du marché local au Québec. Donc, volatilité ou renversement de la tendance, qu'est-ce qui se passe sur les marchés? Grosso modo, un rappel des facteurs baissiers. Il y a eu un accord du 22 juillet entre la Russie et l'Ukraine, ce qui est venu impacter notre marché. Récolte record de safrina au Brésil et une grosse récolte anticipée, autant maïs que soya, soit dit en passant. Une très bonne récolte de céréales en Europe. Une quasi-absence de la Chine depuis un certain temps sur les marchés américains. Une augmentation des tensions diplomatiques à propos de Taïwan entre les États-Unis et la Chine, quoique ça fait un certain temps là, qu'on n'a pas entendu d'éléments à ce niveau-là, mais il faut savoir que c'est un élément qui est un vrai pari de poudre, là. Donc, si la Chine devait faire une invention de Taïwan, euh, la hausse des marchés n'est pas prête de se terminer. Ben, pas la hausse, mais ça risque d'avoir un impact sur notre marché parce que la Chine est un très grand importateur de grains américains. Donc, il faudrait s'attendre à une certaine coupure là, au niveau des importations de grains américains. Il y a une menace de récession. Donc, qui dit récession dit aussi diminution de la demande, quoique on est quand même chanceux, on est dans le domaine alimentaire, là, donc on ne va pas couper de moitié du jour au lendemain, mais n'empêche que, de manière générale, une récession dit une diminution de la demande. Également, une baisse de la demande locale de maïs. Au niveau des facteurs haussiers, rendement décevant au niveau du maïs aux États-Unis. Il y a un risque de détérioration de la guerre en Ukraine. Donc, si l'accord vole en éclats, ben, c'est plate pour l'Ukraine et la Russie. Par contre, pour nous, les producteurs, ben, ça va avoir un impact sur le prix des grains. Donc, ça va être positif. Une augmentation des importations de maïs en Union européenne. Cette année, ils ont eu une très bonne récolte de céréales, mais ils ont eu une sécheresse. Donc, ça, déjà là, ça a été un miracle qu'ils ont réussi à tirer. Par contre, au niveau du maïs, la récolte s'annonce vraiment désastreuse, l'une des pires qu'ils ont connues dans les 30 dernières années. Donc, c'est sûr que ça va être compensé en partie par du maïs de l'extérieur. Et donc, ça va venir impacter notre marché à nous. Le marché des engrais au Brésil, c'est un facteur qui est haussier. Comme j'ai expliqué, pour l'instant, les importations d'engrais azotés sont en retard par rapport à l'année dernière. Et donc, s'ils ne sont pas capables d'importer assez d'azote par rapport aux dernières années, il faut s'attendre à ce que le rendement du maïs soit insatisfaisant pour la prochaine année, ce qui risque de stimuler à la hausse le prix ou le contrat à terme. Et il y a une hausse de la demande locale pour le soya. Donc, elle est aux bases qu'on voit présentement. Le soya est vraiment un très, très bon prix. Conclusion. Grosso modo, qu'est-ce qu'on a à retenir? Que les stocks vont être serrés aux États-Unis, ce qui va avoir un bon impact au niveau là, des contrats à terme. Et au niveau des stocks, on prévoit que les stocks vont être suffisants, du moins pour le maïs, vont être suffisants au Québec. Donc, on voit qu'il y a un certain ralentissement au niveau de la demande locale au Québec. Les éléments qui sont à suivre, progression des récoltes dans le Midwest. Donc, ça a un impact sur les prix. Pour l'instant, on annonce un temps sec, donc les récoltes devraient arriver assez rapidement. Par contre,
Le climat sec fait en sorte qu'il n'y a pas beaucoup d'eau dans le Mississippi, ce qui limite les importations, ce qui fait un effet baissier au niveau des prix. Donc, voilà. Le rythme des ventes américaines à l'exportation est assez décevant dans les derniers mois. Donc, ça va être un élément qui est à surveiller. Pour l'instant, là, on voit que la demande n'est pas tout à fait là. La guerre en Ukraine, ben ça, c'est un sujet qui évolue de jour en jour. Donc, ça va être à surveiller. Mais pour l'instant, là, malgré le fait qu'il y a une détérioration, l'accord se maintient. Donc, si l'accord se maintient, les prix devraient être à la baisse, quoique là, la hausse des tensions a quand même stimulé le blé dernièrement. Et la demande chinoise qui est appelée à se redresser, mais pour l'instant est assez décevante ces temps-ci. Donc, voici nos courriels, notre téléphone. Donc, si vous voulez nous parler de vive voix, sinon, on est disponible sur Twitter, sur YouTube, sur LinkedIn. Et je vous rappelle que l'application AppGrain qui permet de transmettre l'information relative à vos ventes de manière très rapide. Pour l'avoir déjà fait, ça prend en bas de 30 secondes de transmettre une vente. Donc, c'est très facile. Donc, ça nous permet de faire des présentations comme vous le voyez présentement, qui permettent d'enrichir vraiment notre analyse sur le marché local. Donc, je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez des questions.